La semaine dernière, on a refait tout un point sur la, les oxydoréductions, qui sont autant valables dans la fermentation-respiration que qui n'arrivent à se connecter que sur Pronote. Ah ouais, bah sur Pronote, ça va être chaud là. Il y a quelques gens de la classe qui n'arrivent pas à se connecter sur Pronote, qui n'arrivent pas. Mais c'est pas sur Pronote là. Ah, pour avoir l'adresse. Vous voulez que je vous redonne l'adresse ici, si vous pouvez. Alors l'adresse ici, c'est. Je vous donne ça tout de suite. Hop. Alors, je ne sais pas comment vous allez leur diffuser, hein, mais voilà, l'adresse pour les élèves, c'est là. C'est celle-là. Alors, on a revu les phénomènes d'oxydoréduction qui sont autant valables pour la fermentation, la respiration que dans la photosynthèse. Pour l'instant, on n'a pas vu d'oxydoréduction dans la photosynthèse. Pourtant, vous vous doutez bien que, à un moment donné, ça va être le cas. Alors, je reprends juste une respiration, d'accord? La respiration, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des glucides qui sont oxydés, hein, plus O2, et tout ça va donner donc du CO2 plus de l'eau, tout ça on a vu pourquoi, hein, plus bien sûr de l'ATP. Donc ici on sait que la matière organique ici est oxydée en CO2 et que l'oxygène va être ici réduit en H2O. Ça on le sait. Et du coup ça libère, quelque chose qui est intéressant pour nous, ça libère de l'ATP. Bon, voilà, ça on l'a vu. On a refait tout un point, on a refait 2 heures la semaine dernière sur les oxydoréductions. Qu'est-ce qui va se passer dans la photosynthèse cette fois-ci? Si je prends la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? Si on regarde, c'est l'inverse. La plante va prendre du CO2, de l'H2O, et avec de la lumière, mélux comme en latin, et de la chlorophylle, qui ne sont pas des réactants, hein, ils n'interviennent pas, ils interviennent, mais pas en tant que matière, ils ne sont pas transformés. Ça va permettre de faire des glucides, d'accord, et ça rejette, on le sait, de l'oxygène. Si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit ici que on va avoir l'inverse, hein, dans la photosynthèse, l'inverse de la respiration, c'est-à-dire que le CO2, il va falloir le réduire, il va falloir réduire le CO2, alors que si on regarde pour l'H2O, l'H2O, lui, va être oxydé en O2. Ça veut dire que c'est vraiment typiquement l'inverse. Mais du coup, si c'est l'inverse, vous allez retrouver des oxydoréductions, forcément. Alors nous, qu'est-ce qu'on a déjà montré? Parce que la semaine dernière, on a fait une pause sur les oxydoréductions, mais qu'est-ce qu'on a déjà montré avant? On a déjà montré que le carbone de la matière organique, c'était bien le carbone du CO2, que les hydrogènes de la matière organique, c'était les hydrogènes de l'eau, et que l'oxygène qui était dégagé ici, il provenait en grande partie de la molécule d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le moyen de comprendre comment le végétal, avec la lumière, la chlorophylle, est capable de piquer des électrons et des protons à l'eau, des protons et des électrons à l'eau, pour les transférer
à la matière, au carbone, si vous voulez. Donc ici, c'est ça le truc fondamental de la photosynthèse finalement. On va piquer des électrons et des protons à l'eau pour les transférer au carbone pour fabriquer de la matière organique. Sachant que c'est bien la liaison carbone-hydrogène qui est riche en énergie. Ça, on l'avait démontré en oxydoréduction. C'est cette liaison-là qui est énergétisante. La preuve, c'est que dans la respiration, quand vous libérez de l'énergie à un moment donné pour faire de l'ATP, c'est bien parce que vous cassez les liaisons CH. Puisque les H, à un moment donné, vous les transférez à l'oxygène, donc vous cassez cette liaison-là dans la respiration. Les H pour les transférer à l'oxygène, d'accord, et les carbones repartent oxydés sous forme de CO2. Donc ici, c'est exactement l'inverse. Il va falloir piquer les électrons à l'eau pour les retransférer au CO2. Tac, tac. Donc tac, tac, pour faire de la matière organique. Et ça libère un sous-produit qui est l'O2. C'est un déchet, c'est un déchet métabolique, l'O2. C'est un déchet pour la plante. Donc c'est de l'oxydoréduction à l'envers. Sauf que, je vous l'ai déjà dit, si vous avez une usine pour construire des voitures, si vous prenez une masse et que vous cassez une voiture, ça ne correspond pas exactement à l'inverse de ce que fait l'usine. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, c'est pas parce que ça, chimiquement, c'est exactement l'inverse de ça, que ça se passe exactement à l'envers. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne marche tellement pas qu'ici, il faut quelque chose en plus dans la photosynthèse, c'est qu'il faut de la lumière et de la chlorophylle. Ce n'est pas exactement l'inverse de la respiration au niveau des mécanismes. Au niveau de l'écriture chimique en bilan, oui. Mais pas en chimie. En physico-chimie, ça ne marchera pas. En biochimie, il va falloir autre chose. Bon, ça va ça? Donc aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez d'abord? Ok, super. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire, hop, je rappelle à tous ceux qui arrivent que vous êtes donc en présentateur, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Donc le but de cette épée aujourd'hui, c'est de comprendre comment, avec la lumière, au cours de la phase, ce qu'on va appeler photochimique, puisqu'elle va dépendre de la lumière, comment le végétal est capable de piquer des électrons et des protons à l'eau. D'accord? Et à la fin de cette phase, qu'est-ce qu'il en fait? Ils vont se retrouver là, qu'est-ce qu'il en fait? Nous, on sait à la fin qu'ils vont être transférés au CO2 pour faire de la matière organique. Ça, on le sait. Mais en gros, à la fin de cette phase, ils sont sous quelle forme? Ils seront où? Sous quelle forme? Exactement comme on pouvait se poser la question dans la respiration quand on l'avait étudié. Quand on commence à piquer des hydrogènes, des protons et des électrons, ils ne vont pas directement sur l'O2 pour former de l'eau. D'accord? Donc ici, pareil, quand on pique des électrons et des protons à l'eau, qu'est-ce qu'ils deviennent? Par qui ils sont pris en charge? Alors, je reviens donc au TP. Voilà, cette petite introduction étant faite, je reviens à l'introduction du TP, sur lequel je vais passer assez vite, puisque finalement, c'est ce que je viens de faire en image, de façon un peu plus détaillée. Donc, les pigments photosynthétiques sont localisés dans la membrane des thylakoïdes. On va voir ce que c'est. Ce sont eux qui absorbent les longueurs d'onde données et provoquent le dégagement d'O2 provenant de l'H2O. Les protons et électrons, ainsi pris à l'eau, serviront à produire de la matière organique sous forme d'amidon. C'est 6H12O6, j'ai bien mis les hydrogènes en rouge, c'est bien eux qui sont piqués à l'eau. Il s'agit donc de ce qu'on appelle la phase photochimique qui a lieu dans les chloroplastes. Alors, une cellule chlorophyllienne, vous avez tous déjà observé ça, voilà, une cellule chlorophylllienne, ça se présente comme ça. C'est des petites cellules, souvent polygonales, une paroi qu'on voit bien épaisse. Et à l'intérieur du cytoplasme, il y a des chloroplastes. Il y a plein de grains verts qui contiennent la chlorophylle. Si je zoome sur un de ces chloroplastes, je zoome complètement ici sur un des chloroplastes et j'aperçois sa structure. Alors, sa structure, c'est quoi? Ça rappelle quelque chose, ça. Membrane interne, membrane externe. Ça rappelle quelque chose, ça. Ça rappelle quel organite qu'on a vu dans la respiration? Allez, soyez pas timides. Bah oui, la mitochondrie avec un I. Mais bravo, c'est ça. C'est la mitochondrie, bien sûr. Ça rappelle la mitochondrie. C'est pas une mitochondrie, bien sûr.
pas du tout la même fonction, on va le voir. Donc une membrane interne, une membrane externe, ce qui prouve que c'est des endosymbioses aussi tout ça, hein. Il y a très très longtemps, il y a des milliards d'années, hein, il y a 2 milliards d'années, ça c'était une petite bactérie en fait, hein, qui a été endosymbiotée par hop, une cellule eucaryote, hein. Voilà, elles sont dans les cellules eucaryotes parce que c'est d'anciennes petites bactéries qui étaient capables de faire la photosynthèse, hein. C'est pas la cellule eucaryote, hein, qui a inventé la photosynthèse, hein. C'est une bactérie dans le milieu à l'époque, il y a 2 milliards d'années, et elle est rentrée dans les cellules eucaryotes. Bon bref, une membrane interne, une membrane externe, et à l'intérieur on découvre des espèces d'assiettes comme ça, empilées, hein, qu'on appelle des thylakoïdes. Et ces thylakoïdes, ils baignent dans un milieu qu'on appelle le stroma. Voilà, ils baignent dans un milieu qu'on appelle le stroma. Dans la mitochondrie, on appelait ça la matrice. Ici, on appelle ça le stroma. Bon, et puis ces petites assiettes empilées, là, hein, quand elles sont bien empilées comme ça, on appelle ça des granums. D'accord ? Une assiette, c'est un thylakoïde, et quand elles sont empilées, on appelle ça des granums. Voilà. Alors, à l'époque, on disait des grana, puisqu'on faisait du latin. Et les pluriels de mots latins, granum, ça fait grana. Mais bon, maintenant, on a décidé de plus appliquer toutes ces règles, donc on parle de granum. Voilà. Alors, regardons un thylakoïde. Une seule assiette. Je zoome encore. Donc, j'ai les deux membranes, interne, externe. Et là, je vous ai fait un très très vilain dessin pour vous montrer que la chlorophylle, elle est enchâssée dans la membrane interne-externe des thylakoïdes. Les thylakoïdes ont deux membranes aussi, d'accord ? Et ces thylakoïdes-là, en fait, renferment dans leur membrane la chlorophylle. Ça veut dire que dans un chloroplaste, ici, ce qui est vert, c'est pas la membrane interne-externe, c'est pas le stroma, c'est vraiment la paroi des thylakoïdes. Voilà, et donc ça apparaît tout vert, le chloroplaste, tout simplement parce que c'est très très petit et qu'on ne fait pas la distinction. Mais quand on regarde, ici, je ne suis pas d'accord, ici ils ont mis ça en vert, là, c'est pas bien. Voilà, ce qui est vert, c'est uniquement la paroi du thylakoïde, la chlorophylle dans la paroi du thylakoïde ici. Donc ça en vert à la limite, mais pas le stroma et pas les membranes internes externes. Voilà. Alors tout ce qui se trouve ici dans le stroma, hein, et ben, ça contient les molécules dissoutes, hein, tout ce qui est molécules dissoutes. Alors il y a tout hein, dans les molécules dissoutes, hein. Il y a l'ADP, l'ATP, les transporteurs, il y a tout un tas de trucs, hein, plein de protéines. Enfin bon, il y a des milliers de substances, hein, dans le stroma. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va répondre à une question à l'aide des documents suivants et d'une expérience qu'on aurait pu réaliser sur Exao. On veut comprendre les réactions d'oxydoréduction de la phase qu'on appelle photochimique au niveau des thylakoïdes qui permettent de récupérer les protons et les électrons à l'eau. Voilà comment ça se fait que la plante arrive à piquer des électrons et des protons à l'eau. Alors, on va d'abord s'intéresser à des résultats un petit peu préliminaires parce que c'est des choses qui vont vraiment nous permettre de comprendre par la suite le mécanisme final. Voilà. Avant d'arriver à faire bien comprendre une expérience d'un type qui s'appelait Hill, H-I-2-L, Hill, et qui a eu une intuition absolument géniale et qui a fait une expérience absolument géniale. Sauf que cette expérience géniale, elle ne débarquait pas de n'importe où. Hill savait, connaissait ce qu'on va étudier là maintenant. Voilà. Alors, on va faire document 1, je vous guide là. J'ai en bleu ici les questions. Vous allez voir de quoi il s'agit. Ensuite, ce sera le même principe pour le document 2. Alors ça, vous connaissez ça par cœur. Hein, maintenant, je vais vous présenter des couples d'oxydoréduction avec leur potentiel, mais ça, vu ce qu'on a fait la semaine dernière, ça va être un détail. Pareil, une question. Le document 3, les questions. Et on arrivera à la fin, sur la fameuse expérience de Hill. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous laisse regarder ce premier document. Là. Pour essayer, je répète, de comprendre comment, au cours de la phase photochimique, les thylakoïdes vont pouvoir récupérer les protons et les électrons de l'eau. Et en faire quoi? On ne sait pas. Voilà, je vous laisse regarder ce doc.
Allez, je vous laisse, il est 26, je vous laisse 5 minutes là, 13h31, ok. Vous allez voir de quoi il s'agit, et la question en bleu, voilà. Réfléchissez sur la question en bleu à laquelle on va essayer de répondre. Je suis là à côté, hein. N'hésitez pas à intervenir, soit par écrit ou soit en parlant. Je suis là. Alors, je vais juste faire un petit truc là. Je ne sais pas si vous avez chargé les docs sur Pidio. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Cette histoire de chlorophylle là, fluorescente là. Ça a l'air marrant ce truc, mais alors, je vous le montre en photo. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une solution de chlorophylle, hein, telle que débarrasser de certains trucs. On verra ça tout à l'heure, vous comprendrez de quoi les débarrasser. Et c'est assez marrant. C'est vraiment une solution de chlorophylle, de thylakoïde sans la matrice, sans le stroma, pardon. Et quand vous l'éclairez, eh ben, elle prend une teinte rouge, quoi, elle fluoresce, quoi. Voilà. C'est assez marrant. On voit bien la chlorophylle verte, là. Mais dans le faisceau de lumière, elle fluoresce. Elle émet de la lumière rouge. Voilà, excusez-moi, je reviens au document. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part de ce dessin, mais je pensais ça intéressant de vous montrer comme on l'aurait fait au labo, de la chlorophylle qui fluoresce. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce doc Qu'est-ce que c'est donc la fluorescence ici là, de la chlorophylle? Déjà, qu'est-ce que c'est? À quoi c'est dû? Quoi, la fluorescence? Dites-moi. Tout à fait, elle est excitable. Ça veut dire que quand elle reçoit de la lumière, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau électronique dans la chlorophylle? Alors, non, non. Quand elle fluoresce, justement, elle ne les cède pas. Elle ne les cède pas. Par contre, vous avez raison, cet état excité va lui permettre plus facilement de les céder. Mais elle ne les cède pas, justement. Parce que si elle les cédait, il n'y aurait pas de fluorescence. Regardez bien ce qui se passe au niveau électronique ici.
Alors, elle devient instable, la chlorophylle, ouais. Et qu'est-ce qui se passe au niveau électronique? Comment ça s'explique au niveau électronique? Vous avez déjà vu ça en secondes, là, les couches électroniques. Les électrons sont sur des couches bien précises. Hein? Vous vous souvenez de ça? Un S2, 2P, 2S2, 2P8, etc. Là, bon, je ne refais pas un cours là-dessus. Mais en gros, les électrons, ils sont sur une couche donnée. Et quand on éclaire une solution de chlorophylle, les électrons peuvent faire quoi? Un électron peut faire quoi? Sur le dessin, là, on voit que cet électron, il va passer d'une couche inférieure à une couche supérieure. Et la fluorescence correspond à quoi? Et la fluorescence va correspondre à quoi? Tac, tac. Allez-y, allez-y. Si vous avez des micros aussi, c'est sympa, hein. L'électron, quand il y a émission de lumière rouge, ça correspond tout simplement en fait au retour de l'électron d'une position haute sur une couche plus haute. Pas de souci, Chloé, pas de souci. À une couche plus basse. Et en revenant sur sa couche plus basse, hop, il émet un photon dans le rouge. Donc en fait, quand on éclaire une solution de chlorophylle, elle peut donc... Ah, bougez pas, bougez pas. Elle peut donc exciter, on a un électron qui peut passer d'un niveau bas à un niveau haut, ping. Et quand cet électron-là, en fait il est très instable là, dans cet état-là, dans l'état chlorophylle excité, il est très instable, il a tendance, s'il ne se passe rien d'autre, à revenir ping, à sa position initiale, avec émission de fluorescence. Donc là, en fait, la fluorescence nous montre tout simplement que la chlorophylle peut passer de quel état à quel état. Vous l'avez dit tout à l'heure. La chlorophylle peut passer de quel état à quel état? Voilà, initial, un état stable, à un état excité. Tout à fait, de l'état stable à l'état excité. La fluorescence nous montre ça, nous montre que la chlorophylle a cette propriété-là. Tous les corps n'ont pas cette propriété-là, vous êtes bien d'accord. Quand vous éclairez des objets, ils ne fluorescent pas, d'accord? Ils n'émettent pas de lumière. Donc ce n'est pas toutes les molécules qui ont cette capacité-là, d'accord? Là, la chlorophylle fait partie de ces molécules qui ont cette propriété de s'exciter, c'est-à-dire de faire passer des électrons à un niveau plus haut, qui reviennent à un niveau bas s'il n'y a rien d'autre. Alors, par contre, Adrien nous l'a signalé déjà tout à l'heure, par contre, qu'est-ce qu'il est plus facile pour cette molécule de faire s'il y a autre chose? Là, il n'y a rien, donc l'électron revient à son état initial, mais sinon, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire dans cet état excité? Comme l'électron est plus loin du noyau, la chlorophylle peut s'oxyder, tout à fait, et donc ça veut dire, en termes d'électrons, perdre ou gagner. Très bien pour le mot d'ailleurs, la chlorophylle peut s'oxyder, bravo, mais oui, elle peut perdre cet électron, très bien. Ça sert là, ce qu'on a fait la semaine dernière, là il n'y a plus de problème, hein. Là c'est cool, c'est cool. Donc ici la chlorophylle peut s'oxyder, c'est-à-dire elle peut perdre cet électron-là. Alors, je vous l'ai mis ici, ce phénomène ne s'observe pas sur une feuille intacte. Ce qui signifie que l'énergie captée, elle n'est pas dissipée sous forme de lumière rouge. Une feuille, quand vous l'éclairez, elle ne fluoresce pas. C'est vraiment bizarre, parce que quand je prends de la chlorophylle débarrassée du stroma, de tout ce qui se trouve dans le stroma, si je prends vraiment que de la chlorophylle d'éthylacoïde sans tout ce qu'il y a dans le stroma, eh bien elle fluoresce. Alors qu'une feuille ne fluoresce pas. Donc ça veut dire qu'il se passe autre chose, il se passe quelque chose. Alors est-ce que c'est bien pour notre problème ça? Si la chlorophylle peut s'oxyder, elle peut perdre des électrons, est-ce que c'est bien?
Oui, pourquoi? En quoi ça fait avancer notre problème, notre schmilblick, comme on dit? En quoi ça fait avancer notre problème? Moi, pour moi, équation de la photosynthèse, on l'a dit, hein, donc CO2 plus H2O, elle pourra donner ses protons et électrons à l'O2, bravo, ça veut dire que si j'ai de la chlorophylle, donc plus de la lumière, écrit en latin, lux, ça veut dire très bien que je peux faire donc C6H12O6, hein, des glucides, plus de l'oxygène. Moi, je cherche à comprendre dans ce TP, pour tous ceux qui sont arrivés un peu après, la réécouter, parce qu'on va redonner la problématique du TP. Moi, je cherche à comprendre comment les je cherche à comprendre comment les protons et électrons de l'eau vont être transférés au carbone. Comment ils vont permettre de réduire le CO2. Et là, vous venez de me dire, c'est Adrien, je crois, c'est ça, c'est Adrien qui a répondu. Tout à fait, c'est Adrien. Adrien me dit, et à juste titre, si la chlorophylle, je vois qu'elle peut céder des électrons. Si elle fluoresce, ça veut dire qu'elle peut plus facilement céder des électrons. Elle ne le fait pas là, parce qu'elle fluoresce. Mais dans la nature, comme elle ne fluoresce pas, ça veut dire que cet électron excité, peut-être qu'il se barre. S'il se barre, cet électron excité, vous me dites, eh bien, il peut être transférable. La chlorophylle peut transférer éventuellement électrons et protons. Ben, c'est super pour mon problème, ça. Pourquoi? Ben, parce que je sais qu'il faut de la chlorophylle pour qu'il y ait photosynthèse. Je sais que c'est une histoire de transfert de protons et d'électrons. Et donc là, je mets en lumière quelque chose qui est super. Je mets en lumière la possibilité pour la chlorophylle d'être réduite déjà, hein, d'avoir des électrons, et de s'oxyder. Ça veut dire de les perdre. C'est chouette ça, par rapport à ce schéma-là. Là. Global, déjà c'est pas mal. Si je sais que la chlorophylle, elle peut céder des électrons, c'est pas mal. Bon, on continue. C'est cool. On continue. Alors, document 2. Rentrons dans le vif du sujet. Potentiel redox de couple oxydant-réducteur et règles des réactions. Alors, j'ai viré dans ce TP, normalement, je faisais plus de règles. C'est là que je faisais, en fait, là, tous les ans, c'est là que je faisais un gros point sur l'oxydoréduction. Mais comme on l'a fait pendant 2 heures la semaine dernière, j'ai viré certains trucs. Je vous ai remis l'essentiel ici. Okay, dans un oxydoréduction, l'élément qui cède des électrons, c'est le réducteur. Celui qui capte des électrons, c'est l'oxydant. Okay, et quand vous êtes oxydant, vous avez tendance à piquer des électrons, mais du coup, vous vous réduisez. Et un réducteur qui a tendance à les donner, du coup, il s'oxyde. Voilà. Et ça, je crois vraiment que vous l'avez bien compris. Je rappelle que cette correction sur l'oxydoréduction est sur YouTube, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Vous avez 1 heure et demie d'activité passionnante. Voilà. Et je rigole à peine quand je dis passionnante parce que vous êtes vraiment au cœur de la vie, là. Vous êtes vraiment au cœur des processus biochimiques de la vie, quoi. En tout cas, de l'énergétique de la vie. Voilà, et je vous ai donc mis des couples oxydoréducteurs. Je vous rappelle qu'un couple oxydoréducteur, c'est quoi? Ben, c'est un qui va s'oxyder, okay, H2O va s'oxyder, donc il va pouvoir céder ses électrons et ses protons et libérer un oxygène, okay, et le couple, donc ici redox, le couple oxydoréducteur, c'est le dioxygène et l'eau. Okay, c'est le dioxygène et l'eau. Voilà, l'eau peut être sous cet état-là ou cet état-là. Donc on a un couple O2H2O. Et avec ce couple-là, on a ce qu'on appelle un potentiel qui est associé. Voilà. Comme c'est des électrons, ça s'exprime en volts, et on a un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Ça veut dire qu'il peut le faire. C'est exactement comme ma chlorophylle tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'elle va céder.
Elle peut céder. Et donc, il y a un potentiel à le faire. Voilà. On mesure ce potentiel oxydoréducteur. Alors, vous avez les différents couples ici. Alors, ces différents couples, voilà, ils sont... Les trois premiers, évidemment, ils viennent de notre... du fait que... Ah ben oui, j'ai pas la réaction de la photosynthèse là écrite, mais bon, vous l'avez, hein, de toute façon, hein, CO2 plus H2O donne C6H12O6 plus O2, hein, donc la réaction de la photosynthèse, vous l'avez en tête, donc il faut de la chlorophylle et de la lumière, donc ici, ça vient de la chlorophylle, ça vient tout simplement de la réaction de la photosynthèse, et on a une dernière ligne, un dernier couple, qui est, eh ben, un transporteur, que vous connaissez bien. Alors, ce n'est pas le même pour la photosynthèse que dans la respiration, mais c'est un transporteur. Alors, règle. Un transfert d'électrons n'est possible spontanément que d'un couple redox à faible potentiel à un couple à potentiel redox plus élevé. Quand on a un potentiel redox plus élevé, on a un plus fort oxydant. Voilà, puisqu'on peut piquer des électrons. De plus, les différences doivent être proches. C'est-à-dire que si vous avez de trop grands sauts entre les potentiels, ça ne marche pas. Donc vous ne pouvez céder que des bas potentiels vers les hauts potentiels, mais il faut que ces potentiels soient proches. Alors, question que je vous pose, je vous laisse réfléchir. Qui peut céder des électrons à qui? Est-ce intéressant pour notre problème? Est-ce cohérent? Et je vais juste quand même remettre ici pour qu'on puisse clair. Hein. Je ne vais pas arrêter de l'écrire, cette équation hein, de la photosynthèse. Donc, donc CO2 plus H2O, je vais y arriver, donne, avec de la chlorophylle et de la lumière, lux en latin, ça donne donc C6H12O6 plus O2. Voilà, essayez de réfléchir à qui peut céder des électrons à qui, d'après cette règle-là, et d'après les potentiels des couples oxydoréducteurs. Donc, on est bien d'accord que les échanges vont se faire entre couples oxydoréducteurs. D'accord? Voilà, je vous laisse réfléchir. Après, on se posera la question de savoir si c'est intéressant pour notre problème, comme on l'a fait juste avant. Allez, je vous laisse réfléchir. La difficulté vient juste du fait que, du coup, on a 4 couples. Mais ces 4 couples donnent en fait 8 molécules différentes. Puisqu'à chaque fois, un couple, c'est 2 états possibles de la matière. On est bien d'accord. O2, H2O, chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite, chlorophylle réduite excitée, comme on l'a vu avec la lumière avant, ou chlorophylle oxydée, et R oxydé, transporteur oxydé ou transporteur réduit. Donc on a 8 trucs. Mais on s'en fout, puisqu'en fait on raisonne par rapport au transfert possible entre couples. Alors bien sûr, si on a 2 couples, il y en a un qui va s'oxyder et l'autre qui va se réduire. Bien sûr, c'est un échange. Alors d'après la règle,
transfert d'électrons n'est possible que d'un couple à faible potentiel vers un couple à potentiel redox plus élevé. Et le transfert n'est possible que si les différences sont proches. Alors, j'allais vous dire, hein, Hill, avant de faire son expérience sur laquelle on va arriver, il savait tout ça. Hein. Et c'est comme ça qu'on construit l'idée d'une expérience après. C'est parce qu'on sait tout ça et qu'on veut le tester. Alors ici, qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer comme transfert d'électrons d'après ces règles biochimiques, biophysico-chimiques? Transfert entre troisième et deuxième. Et dans ce sens, j'imagine, donc entre chlorophylle réduite excitée ou chlorophylle oxydée, ici, troisième, vers le deuxième, vers chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite. Ok? Le potentiel ici, c'est moins 1, donc il est bas, vers un potentiel plus fort, plus 1,5 volts. Mais bien sûr, bien évidemment, et bravo, ça c'est possible, et c'est même ce qu'on a vu où? On l'a vu où là, le phénomène? Bon, on l'a vu juste avant. On l'a vu juste avant dans la fluorescence. Dans le schéma juste avant, en fait. Dans le phénomène de fluorescence. Parce qu'ici, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un transfert entre cette troisième ligne et cette deuxième? Sachant que c'est bien de la chlorophylle, c'est de la chlorophylle, c'est de la chlorophylle et c'est de la chlorophylle. Ce qui fait qu'ici, la difficulté entre le couple 2 et 3, mais c'est très bien vu, hein, par contre, hein, c'est très bien vu. Mais ici, l'ambiguïté, c'est que entre le couple 2 et 3, exactement, c'est un changement d'état de la chlorophylle, mais c'est toujours de la chlorophylle. Soit elle est oxydée, soit elle est réduite. Okay, donc là, elle a peu d'électrons, là, elle en a. Soit elle est aussi donc réduite, excitée, ou carrément oxydée. Alors j'ai mis plus pour oxydée parfois, ou OX, hein, c'est la même chose. Hein. Ici, c'est chlorophylle oxydée. Mais finalement, c'est un changement d'état de la chlorophylle. Mais c'est pas, finalement, le couple 2 et 3, on est obligé de le mettre, parce que vous allez voir que c'est absolument obligatoire d'imaginer cet état-là de la chlorophylle et cet état-là. Mais finalement, ici, pour l'instant, pour imaginer les transferts, c'est juste de la chlorophylle. Donc il n'y a pas de transfert au sein de la chlorophylle. Alors, mi-gomme, alors, il peut y avoir un transfert entre 1 et 3. Alors, entre 1 et 3. Alors déjà, je dis non. Parce qu'ici, on est à... Alors, si c'est bien dans ce sens que vous réfléchissez. Hein. Parce qu'ici, le potentiel, il est fort. Et ici, le potentiel, il est faible. Donc, on ne va pas pouvoir avoir un transfert comme ça. Impossible. Impossible. Alors, impossible, ça veut dire quoi? Regardons ce que ça veut dire. Inversement, alors. Well down. Alors, inversement, ça veut dire quoi? Impossible ici. Ça veut dire que l'eau, quand elle perd ses protons et électrons, et que l'oxygène repasse sous cette forme-là, d'O2, il faudrait 2 H2O, bien sûr. Donc ici, 2 H2O donne O2, et donc 2 fois 2 protons électrons, ça fait 4. Donc les 4 hydrogènes et électrons, les 4 protons électrons ici, ne peuvent pas se transférer directement à la chlorophylle oxydée pour en faire de la chlorophylle réduite excitée. Impossible. Ça ne marche pas. Alors inversement, essayons de voir si ici... Pourquoi il me déplace mon truc? Merde. Alors essayons de voir si ici, ça peut passer comme ça. Autrement dit, la chlorophylle excitée
qui est réduite, qui a des électrons, qui est excitée, elle peut céder ses électrons-protons et donc laisser de la chlorophylle oxydée, et céder ses électrons-protons à l'oxygène pour faire de l'eau. Alors ça pourrait marcher -1 vers 1,2. D'accord? Mais là, alors je sais bien que vous n'êtes pas des oxydo-réductophiles ou réductologues professionnels, mais en fait là je vous le dis, le saut est bien trop grand. D'accord? Le saut est bien trop grand. On pourrait imaginer que ça marche, hein, mais le saut à passer est trop grand en fait ici. -1 volt à +1, 2 volts, c'est énorme sur les potentiels. D'accord? Ça va être énorme. Donc, non. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait intéressant? Réfléchissons. Est-ce que ce serait intéressant, d'après notre équation de la photosynthèse, CO2 plus H2O donne C6H12O6 plus O2, est-ce que ce serait intéressant que la chlorophylle excitée, réduite et excitée, cède ses électrons à l'oxygène pour faire de l'eau? D'après notre équation, est-ce que ce serait intéressant que la chlorophylle refile ses électrons à l'oxygène pour faire de l'eau? Si vraiment on a cette équation qu'on a déjà démontrée, hein. Ah, qui ça l'a touché? Donc si ici j'ai CO2 plus H2O donne, je mets plus, hein, allez, je mets chlorophylle, hein, plus lumière, ok, plus lumière, donc qui n'interviennent pas dans bien sûr la matière qui est transformée, hein. Donc chlorophylle plus lumière donne C6H12O6 plus O2. Est-ce que ce serait intéressant réellement que ma chlorophylle excitée, réduite, file des électrons et des protons à l'oxygène pour faire de l'eau? Ben non, parce qu'on partirait dans ce sens-là. Voilà ma chlorophylle là, elle reçoit de la lumière, bzzz, ok, elle recevrait donc de la lumière, lux, ok, lux en latin. Donc elle recevrait de la lumière, elle serait excitée, elle aurait des électrons, ok, on imagine qu'elle a piqué à l'eau, parce que c'est un peu ce qu'on avait démontré, mais bon, on va le démontrer. Et ça voudrait dire qu'elle le refile directement à l'oxygène pour refaire de l'eau. Ah, ça ne servirait pas. Et vous voyez que d'un point de vue loi physico-chimique, le gap ici est bien trop grand. Donc quand la chlorophylle ici est excitée et réduite, elle peut s'oxyder. Mais avec à qui elle va finalement céder ses électrons, ah, ça ne peut pas être l'O2. Ça peut pas être l'O2. Trop grand ce gap-là. Trop grand. Alors, du coup, essayons de réfléchir. Qui peut, dans quel... Regardez ça, c'est important. Les différences doivent être proches. Du plus bas vers le plus grand, le plus bas potentiel vers le plus grand. Alors 2 et 1. 2 et 1. Dans ce sens-là, 2. Non, 2 et 1. Dans ce sens-là, vous me dites 2 et 1, ça ne veut rien dire. Dans quel sens? O2 et chlorophylle là. Chloé, 2,1, c'est intéressant, 2,1, parce que les potentiels sont comment? Sont proches, les potentiels sont proches, tout à fait, et le potentiel le plus bas, c'est qui? C'est le couple O2H2O ou c'est le couple chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite? Bien sûr, O2H2O, c'est lui le couple. Ah, c'est bien de vous entendre. Bien sûr, c'est ce couple-là qui a le potentiel redox le plus bas. Et d'après
La loi, c'est du potentiel le plus faible vers le potentiel le plus fort. Donc, ici, qui peut céder ses électrons à qui? C'est H2O qui peut céder ses protons-électrons. Ces protons-électrons à qui? Oui, à la chlorophylle oxydée. Pour en faire de la chlorophylle réduite. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça veut dire que la chlorophylle, ici, oxydée réduite, a un potentiel plus fort. Ça veut dire qu'elle est capable, elle va être capable d'oxyder qui? La chlorophylle va être capable, le couple oxydé réduit de la chlorophylle va être capable d'oxyder qui? Exactement. Va être capable d'oxyder l'H2O. Ça veut dire que l'H2O va se faire oxyder et ces électrons-protons vont être récupérés par la chlorophylle oxydée qui, elle, va être réduite. Et voilà une jolie oxydo-réduction. Ici, j'ai bien une oxydation, d'accord, qui va s'accompagner d'une jolie réduction dans ce sens. Ok? H2O va se faire oxyder. Les électrons-protons que ça libère vont se faire récupérer par la chlorophylle oxydée pour devenir chlorophylle réduite. Bravo! Donc ici, vous imaginez que l'eau peut donner des électrons à la chlorophylle. Très bien. C'est 2-1. Adrien, vous disiez 4-1. 4-1. Ben moi, je suis absolument d'accord, parce que 4-1, si on regarde, c'est moins 0,5 et moins 1. Alors, c'est dans quel sens, Adrien? Vous dites 4-1. Dans quel sens? Salomé, hop, vous êtes en présentatrice, ça y est. Transfert du 4 au 1. Du 4 au 1, vous êtes sûr? C'est du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus fort. Alors Adrien, je ne vous fais pas le déshonneur de vous poser la question qui est plus faible entre moins 0,5 et moins 1? À qui? C'est le 1, pas le 3. C'est le 1, pas le 3, quoi? C'est plus 1,2, pas du moins 1. Alors attendez, de quoi vous me parlez? Vous me parlez de 4. Là, je suis en train de réfléchir. Ah, pardon! Ah, c'est moi qui. Bien sûr. C'est moi qui me trompe. Alors ici, pareil. Moins 0,5, donc du 4 et du 1, ce serait possible, d'accord? Techniquement. Mais ici, moins 0,5, c'est bas par rapport à 1, 2 qui est trop haut. Le pont ici est trop fort. Ça veut dire que effectivement, on pourrait imaginer que les transporteurs réduits ici plutôt, transfèrent leurs électrons à ce couple-là. Vous avez raison, parce qu'en fait, l'oxygène est très oxydant. Mais le pont, heureusement, est trop fort. Et encore une fois, dans mon ah mince. Encore une fois, dans mon équation, est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que ce serait intéressant que des transporteurs transfèrent leurs électrons à l'eau pour essayer de comprendre ma réaction? Je remets la page. Est-ce que ce serait intéressant que des transporteurs réduits, ici, transfèrent leurs électrons à l'eau? Je rappelle, essayez d'avoir... Alors, c'est pas parce qu'on essaie de démontrer cette équation que on va changer les règles de physique. Hein. On est bien d'accord. Hein. On n'est pas en train de changer les règles de physique pour coller à notre équation. Mais il se trouve quand même que... Déjà, il faut qu'on la démontre.
Et on regarde le sens et on regarde si ça colle au potentiel. En fait, c'est trop haut là. Le gap est trop important. Donc les transporteurs réduits ici, je ne sais pas où ils sont les transporteurs réduits dans cette équation, ils n'apparaissent pas. Mais ils ne pourraient pas transférer leurs électrons-protons à l'O2. Et heureusement, parce que si j'avais des transporteurs réduits ici, je réduirais l'oxygène en eau. Ça, c'est plutôt ce qui se passe dans quoi? Dans la... Quand mes transporteurs transfèrent tout à la fin à l'O2. C'est quel processus? Quand les transporteurs se séparent de leurs protons et électrons et qu'à la fin, c'est l'oxygène qui récupère tout pour faire de l'eau. C'est quel processus? C'est la chaîne respiratoire. Sauf que au niveau de la chaîne, bien sûr, c'est la respiration, Marion, bien sûr. Sauf que vous voyez bien que ça ne se passe pas directement, parce que ça ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a une chaîne respiratoire. Les transporteurs réduits ne peuvent pas transférer leurs protons et électrons directement aux oxygènes. Ça ne marche pas, le potentiel ici. Les potentiels sont trop hauts. Et c'est pour ça qu'il y a toute une chaîne. Je reviens un instant sur la mitochondrie. Hein. D'accord? Quand vous avez les RH2 qui arrivent ici, c'est très difficile d'écrire avec un trackpad. Vous avez les RH2 qui sont ici, d'accord? Ils vont transférer leurs protons et électrons ici. Mais ces électrons, en fait, vont descendre toute la chaîne respiratoire avant d'arriver à l'O2. Donc ces électrons ici vont arriver finalement à l'O2, mais vous voyez que chimiquement, ça ne peut pas marcher directement. Les RH2 ne peuvent pas transférer directement leurs électrons à l'oxygène. Ça ne marche pas. Ces électrons sont obligés de passer, et fort heureusement d'ailleurs, hein, par la chaîne respiratoire, ce qui va entretenir tout un flux que vous avez vu, etc. Donc ça ne marche pas. Donc ici, pour l'instant, on a l'eau qui peut transférer ses électrons à la chlorophylle, et ça on a vu que c'était intéressant. Et ici, alors, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant ici? Moins 1, moins 0,5 là. C'est très proche ça. C'est très proche. On pourrait avoir un transfert dans quel sens? La chlorophylle oxydée ici pourrait prendre des électrons transporteurs. Ça voudrait dire que en fait, ça ferait ça. Les RH2 donneraient leurs électrons à la chlorophylle oxydée qui se réduirait en chlorophylle réduite, excitée. Mais là, vous remontez le potentiel. Si vous êtes de moins 0,5 à moins 1, ça ne marche pas. Qui est le plus faible? Qui est le plus faible? C'est le potentiel de la chlorophylle. La règle, c'est que c'est du potentiel redox le plus faible vers le potentiel redox le plus élevé. Donc ce que vous dites, c'est pas dans ce sens, mais par contre, ça pourrait très bien marcher dans quel sens? Qui pourrait donner ces électrons au transporteur de sous quel état? Donc chlorophylle réduite ici, ok. La chlorophylle réduite, donc, elle a des électrons et des protons. Elle pourrait les céder à qui? Bien sûr. On pourrait très bien avoir ça parce que de ce potentiel-là à celui-là, ça peut marcher. Les potentiels sont proches, d'accord? Et on passe bien d'un potentiel plus bas à un potentiel plus élevé. Moins 1 vers moins 0,5. Moins 0,5. Donc ici, on peut imaginer que la chlorophylle réduite cède ses électrons à des transporteurs oxydés qui du coup se réduisent, d'accord,
Et la chlorophylle réduite, en cédant ses électrons, bien sûr, elle s'oxyde. Donc ça marche. Et tout à l'heure, ce qu'on a dit aussi, hein, on répète, et ce qu'on a dit tout à l'heure, ça marche, ça peut marcher aussi. On peut imaginer que l'eau, ici, cède ses électrons à la chlorophylle oxydée, qui du coup devient réduite, et l'eau s'oxyde en dioxygène. Donc on a deux transferts possibles ici d'après ces potentiels-là et ces couples-là. Ok? Est-ce que c'est intéressant pour notre problème? Allez, une dernière fois. Est-ce que c'est intéressant pour notre problème? Que l'eau cède ses électrons à la chlorophylle pour en faire de la chlorophylle réduite? Alors, on répond à cette question, je prends la vote Adrien. Est-ce que c'est intéressant donc que l'eau puisse transférer ses électrons à la chlorophylle oxydée pour en faire de la chlorophylle réduite, et que la chlorophylle réduite, si elle est excitée par la lumière, elle puisse céder ses électrons à les transporteurs? Est-ce que c'est intéressant dans notre problème? Puisque notre problème, c'est de comprendre, au final, cette équation. Le problème, au final, c'est de comprendre cette équation. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre la phase photochimique. En gros, ce qui se passe là. Est-ce que c'est intéressant? Dans le sens, l'eau file ses électrons à la chlorophylle qui est réduite, et la chlorophylle réduite, si elle est excitée, elle peut céder ses électrons à un transporteur. Oui, c'est intéressant. Parce que quoi? Parce que contrairement au truc que vous avez essayé d'imaginer tout à l'heure en faisant de trop grands sauts, ici on est quoi? Ça respecte quoi finalement? C'est intéressant parce que ça va dans... Ça respecte quoi? À la fin, je dois obtenir quoi déjà? À la fin, j'obtiens quoi? J'obtiens du glucose et de l'O2. Et ici, dans les deux... Exactement, oui, ça respecte l'équation. Ça en respecte le sens et les produits. Exactement, Marion, ça respecte le sens de l'équation et les produits de l'équation. C'est-à-dire que je produis de l'O2, ok, ouais, bah dans ce que j'imagine, effectivement, j'ai l'H2O qui est oxydé en O2, donc effectivement, ça fait ça. Je sais que la chlorophylle peut passer d'un état réduite oxydé, ok, donc là, elle pourrait très bien, si elle est réduite ou oxydée, elle pourrait très bien servir de quoi? Bing, 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 bing. Si elle peut passer de l'état réduit à l'état oxydé, elle peut servir de quoi? Ouais, elle peut agir comme un transporteur. Ouais, on verra que c'est bien plus qu'un transporteur, d'accord? Mais bien sûr, elle peut agir comme un intermédiaire. Alors on va voir que c'est l'intermédiaire absolument indispensable, c'est ce qu'on va démontrer, d'accord? Mais bien sûr, elle peut servir, je prends là, je mets là, je prends là, je mets là, un peu comme l'agent de caisse, quoi, ok? Il arrive avec vos courses, il les prend d'un côté, il les met de l'autre, ok? C'est vraiment comme l'agent de caisse, hein? Voilà, c'est des personnes indispensables, hein? Surtout en ce moment, hein? Donc on va voir que la chlorophylle, c'est un peu le transporteur
qui est indispensable en fait. C'est lui et pas autrement parce qu'il se passe quelque chose. Alors donc ça respecte l'équation et ça respecte le sens de l'équation. C'est-à-dire que je vais prendre les électrons et les protons à l'eau, je peux les filer à un moment donné à la chlorophylle qui va se réduire, mais elle peut aussi s'oxyder en les refilant à des transporteurs. Voilà. Donc je ne vais pas finir l'équation, mais au moins j'ai produit l'O2. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai produit l'O2. Alors, Adrien, vous disiez il y a 3 possibles. Alors lesquels? Lequel dernier possible? Parce que j'en vois pas moi trop un troisième parce qu'on va se retrouver dans un trop grand gap. Le troisième possible que vous voyiez, c'était lequel? Un 2, mais un 2 on l'a fait. Un 2 on l'a fait, mais dans ce sens-là. Du plus faible au plus fort. Un 2 on l'a fait. C'est bien ce qu'on imagine, c'est que l'eau s'oxyde en oxygène et au passage, les électrons et les protons vont venir sur la chlorophylle oxydée pour la réduire. Un 2 on l'a fait. On l'a bien imaginé. On a imaginé un 2 parce que les potentiels étaient proches et dans ce sens-là, du plus faible vers le plus fort. Et on a un deuxième, c'est du plus faible au plus fort, 0,5 à 0,1, ici, et dans ce sens-là, du plus faible vers le plus fort. Donc de la chlorophylle réduite excitée au transporteur. Parce qu'après, si vous y... là, il y a un gap. Hein. Là, il y a un gap de potentiel, en fait, qui fait qu'entre ça et ça, c'est pas possible. Les gaps sont trop importants. Bon, c'est super ça, parce que du coup, on a utilisé toutes nos connaissances sur l'oxydoréduction pour comprendre que finalement, quand Hill arrive, lui, pour faire son expérience, pour démontrer qu'il y a intervention d'un transporteur, ici, et que la chlorophylle doit absolument être excitée, il n'arrive pas sans rien. Okay, il n'arrive pas sans rien. Il a des connaissances, évidemment, la communauté scientifique a des connaissances sur ces potentiels-là. D'accord? Alors, on va continuer, et juste avant de voir l'expérience de Hill, ce que je vous propose, c'est juste de regarder ce petit document-là sur ce qui se passe au cours de cette phase photochimique aussi. Sur le document 3, et après on passera, on fera peut-être une petite pause, puis on passera à l'expérience en elle-même. Je vous laisse regarder ce qui se passe. Donc R est un transporteur, bien sûr. R, c'est des transporteurs. Donc, je vous laisse regarder document 3. Bien sûr, tous les docs sur Pidio, hein, pour ceux qui préfèrent. Je vous laisse regarder ça et on l'analyse dans un instant. Bon,
pense que c'est assez simple, hein. Si on fait un dosage d'ATP-ADP à l'obscurité ou à la lumière, on voit ce qui se passe. Quand on fait un dosage des transporteurs oxydés, qui est donc un oxydant, parce que oxydé, c'est qu'il n'a pas d'électrons, donc il va chercher à en piquer aux autres. Un oxydé est un oxydant, d'accord? Une molécule réduite est une molécule réductrice, puisqu'elle peut les donner. Donc ici, il s'agit d'oxydant R, sous forme réduite, oxydé. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, prenons l'ATP et l'ADP, je vous l'ai dit, même si ce n'est pas ce qui nous intéresse au premier chef, hein, cette petite phase photochimique va produire un peu d'ATP, qui va être essentiel à la fin, toute fin de la réaction, qu'on verra probablement à la rentrée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'éclaire donc des feuilles, je fais un dosage. Qu'est-ce qui se passe sur le rapport ATP-ADP? Et donc sur la quantité. Plus il y a de lumière, plus le rapport ATP-ADP est élevé. On est OK là-dessus. Le rapport ATP-ADP, il est en bleu, donc c'est ces histogrammes en bleu. On voit que quand on passe de l'obscurité à la lumière, le rapport ATP-ADP augmente. Je vous rappelle que pour augmenter un rapport, il y a deux façons de faire. Soit vous augmentez le numérateur, d'accord? Soit vous diminuez le dénominateur. Soit vous augmentez ce qui est au-dessus, soit vous augmentez ce qu'il y a au-dessous. Voilà. Donc ici, alors c'est et ou, parce que vous pouvez faire les deux. D'accord? Et comme ils ont dosé l'ATP et l'ADP en rose et en vert, eh bien on le voit. Ça se traduit comment ça? Par une augmentation de quoi? Une augmentation de la quantité d'ATP. Okay. À la lumière, une feuille, un thylakoïde va produire de l'ATP, tout à fait, produire de l'ATP. Et par contre, qu'est-ce qui va diminuer? Le stock d'ADP. Donc ici, on peut interpréter ça comme une réaction du type, assez simple, d'accord, du type ADP plus des phosphates inorganiques dans le milieu donne de l'ATP. Et oui, la phase photochimique va produire de l'ATP. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, pour nous, l'ATP, elle est produite surtout quand on a la matière organique. Quand on a C6H12O6, ok, on prend de l'O2, on respire avec, ok, c'est toute la mitochondrie, tout le truc, tout le machin, finalement, ça va faire de l'ATP. Oui. Alors qu'ici, ce qui est bizarre, c'est qu'on est en train de se poser la question, comment on arrive à la matière organique? Donc bien sûr, votre végétal, à la fin, il va respirer. Hein. Il va prendre sa matière organique, il va la respirer, il va faire de l'ATP. Hein. Un végétal respire, il respire tout le temps. Okay, il respire nuit et jour. Mais la phase photochimique qu'on est en train d'étudier produit aussi une petite quantité d'ATP. On va voir comment à la fin. Ça s'explique très très bien, par les mêmes mécanismes d'ailleurs que la respiration. Et en plus, cet ATP sera important pour terminer la fabrication de la matière organique. Donc, il y a création d'ATP. Et au niveau des transporteurs oxydés, qu'est-ce qui se passe? Que fait la quantité de transporteurs oxydés quand on éclaire? Les R+, elle diminue. Donc ici, on peut imaginer quoi comme type de réaction? Si les R+, diminuent, ils ne sont pas piqués par les martiens, avec notre état, tout à fait, ça diminue. Donc on peut imaginer quoi comme type de réaction pendant la phase photochimique? On a imaginé ADP plus des phosphates inorganiques donne ATP, ok, très bien, sans respiration, ok. Une réduction, très bien. On peut imaginer donc que les R plus oxydés. Alors il leur faut quoi? Plus quoi pour se réduire? Alors je vais finir, j'attends vos réponses. Donne RH2. Et donc il leur faut quoi pour donner RH2?
transporteurs oxydés, il leur faut quoi? Ils sont oxydés, ils vont, bien sûr, H+, donc des protons, plus les électrons qui vont avec. D'accord? H+, plus électrons. D'accord? Alors bien sûr, si je suis puriste, hein, bien sûr, j'équilibre, hein, ok? Pour faire RH2, hein, pour faire deux hydrogènes, il faut deux protons, deux électrons. Ok. Donc si tout ça, ça vient de l'eau, si tout ça, ça vient de l'eau, d'accord, vous imaginez bien qu'il faut deux H2O pour donner deux protons plus deux électrons. Ok. Et ça marche très bien. Ok. Et ça fait de l'O2, du coup. Donc c'est super notre affaire là. Parce qu'avec ce qu'on a vu sur l'oxydoréduction tout à l'heure, on a vu que l'eau pouvait très bien se dissocier en ça et être récupérée par la chlorophylle. Là, on voit que les R oxydés se transforment. Alors, c'est expérimental, hein. On imagine vraiment la transformation des R oxydés en RH2. Bon, ben, tout ça commence à sacrément prendre forme. Et au passage, effectivement, on a une formation d'ATP à partir d'ADP plus phosphate inorganique, je rappelle, sans la respiration. C'est vraiment la phase photochimique, c'est le thylakoïde, hein, c'est le chloroplaste qui va fabriquer une petite quantité ici d'ATP, qui sera très utile quand on verra le dernier TP sur la fin, comment on arrive à la matière organique, d'accord? C'est pas de la respiration, mais donc voilà, tout ça prend forme. Okay, on a une petite quantité d'ATP qui est produite. On comprend que les transporteurs vont être réduit. Et on a montré tout à l'heure que l'eau pouvait donner les protons et électrons qui vont permettre au passage de réduire les transporteurs. Sauf que tout à l'heure, on a vu qu'au milieu là, il y a sûrement qui prend d'un côté et va donner de l'autre. Qui prend d'un côté et va donner de l'autre. Dans l'équation, bien sûr, la chlorophylle. D'accord? La chlorophylle. Donc tout ça tend bien à montrer l'équation à la fois dans son sens et dans ses produits. D'accord? Voilà. Bon, vous allez voir que tout ça va prendre forme à la fin. Donc ces trois documents permettent-ils de valider la réaction photochimique? Alors de la valider, je ne sais pas. D'accord? En tout cas, de la conforter sérieusement. Ça, c'est sûr. Ça la conforte sérieusement. Bon, voilà. Et c'est là qu'arrive Mr. Hill, H-I-2-L, qui lui a mené une expérience super pour la prouver. Il va prouver la réaction de Hill, et il va prouver cette réaction, la réaction de Hill qu'on va voir là, va prouver en fait le système qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, à savoir donc que H2O, c'est bien l'H2O qui va donner les électrons et les protons, d'accord? Qui va donner donc les protons plus les électrons, ok? Et qu'il va y avoir intervention d'un oxydant R plus RH2, d'accord? Et que tout ça ne peut passer que par une chlorophylle oxydée réduite, mais on va rajouter, c'est un petit peu la difficulté du truc, c'est qu'il va y avoir la chlorophylle réduite excitée et la chlorophylle à nouveau oxydée. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder qu'est-ce qu'il a imaginé, Hill. Qu'est-ce qu'il a imaginé, Hill. On va essayer d'imaginer. Alors, je vais vous montrer au début ce qu'il a fait. Vous allez comprendre ce qu'il a fait au début. Et on va essayer de comprendre quels paramètres on pourra faire varier. Et puis on va étudier les résultats. Je vous laisse regarder cette expérience.
Je la remets là. Alors, la réaction de Hill, on l'aurait faite en TP, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait Hill, en fait, dans cette expérience? Il va prendre des feuilles de poireau. Enfin, nous, on fait ça avec du poireau, ça marche bien. Et il faut pratiquer un broyage qui fait quoi? Qui récupère quoi? Puisque vous voulez tester quoi? Donc, qu'est-ce qu'on essaie de récupérer? En fait, il y a un truc qu'on essaie de récupérer et l'autre qu'on essaie de virer, en fait. Exactement. On veut récupérer les thylakoïdes. C'est-à-dire qu'on veut récupérer la chlorophylle sur les membranes des thylakoïdes. Et par contre, on veut diluer tout le reste. Pourquoi? Parce que finalement, on veut montrer quoi, en fait, avec la réaction de Hill? C'est marqué là. Typiquement, il a voulu faire ça. Qu'est-ce qu'il veut montrer, lui? Que finalement, l'oxydation de l'eau, le fait que la chlorophylle se récupère les électrons et les protons, la libération d'O2, tout ça, ça dépend de quoi? D'un oxydant dans le stroma. Mais quand vous voulez prouver l'intervention de quelque chose en biologie, qu'est-ce que vous faites? Alors oui, le rôle de la chlorophylle, Chloé, oui. Il veut montrer que avec de la chlorophylle, de la lumière et un oxydant, chlorophylle, lumière, oxydant, eau, chlorophylle, lumière, oxydant, eau, vous allez avoir libération de l'eau. C'est-à-dire qu'effectivement, la cassure de l'eau va se faire, on va pouvoir récupérer les protons, les électrons, les donner à la chlorophylle, etc. Et tout ça, ça ne marche que s'il y a un oxydant dans le milieu. Et exactement, Adrien. Et pour prouver qu'il faut un oxydant, il faut un témoin. Et le témoin, si vous voulez prouver que X intervient, qu'est-ce qu'il faut faire avec X? Si vous voulez prouver qu'il y a un oxydant obligatoire, eh bien le témoin, c'est de l'enlever. Exactement. Il faut enlever cet oxydant-là. Et c'est très compliqué, parce que là, on est au cœur du chloroplaste. Donc, qu'est-ce qu'il faut briser pour enlever les éventuels oxydants qui pourraient se trouver là, dans notre chloroplaste? Qu'est-ce qu'il faut aller broyer?
permet de revenir au début exactement. Il faut non seulement broyer les cellules, mais ensuite il faut broyer ici la membrane interne et la membrane externe des chloroplastes pour diluer tout le stroma qui est autour, pour diluer tout le stroma qui est à l'intérieur. Le stroma qui contient toutes les molécules dissoutes ici. Donc si la phase photochimique qu'on est en train d'étudier, le transfert des électrons-protons à des transporteurs par la chlorophylle, nécessite la présence de ce transporteur qui est oxydant, eh bien il faut pouvoir virer l'oxydant. Et donc c'est une manipulation un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut broyer, 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 pour récupérer les membranes d'éthylacoïdes, c'est-à-dire de la chlorophylle toute seule, débarrassée de tous les oxydants, de toutes les molécules qu'il pourrait y avoir dans le stroma. Et du coup, quand vous avez récupéré ça, ben vous pouvez agir. Parce que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez agir du coup, vous pouvez contrôler votre milieu, parce que vous pouvez faire quoi du coup? Vous pouvez faire une expérience dans laquelle vous allez faire quoi? Alors on se redit, on arrive à l'idée qu'il faut de l'eau. Alors on va mesurer l'O2, ouais. Alors le mesure de l'O2, parfait, parce que ça va nous indiquer si ça marche ou pas, hein, je rappelle. Hein. Si l'O2 est oxydé en dioxygène et que les protons et les électrons sont libérés et récupérés par des transporteurs, un oxydant à la fin, bah, c'est simple, on mesure la quantité d'O2 pour voir si ça marche. Donc ça, ok. Donc il faut de l'eau, de la lumière, de la chlorophylle et un oxydant. Ok, donc vous allez pouvoir jouer sur tous ces paramètres. Vous allez pouvoir jouer sur tous ces paramètres. Et le paramètre que vous voulez, sur lequel vous voulez jouer essentiellement, c'est lequel? Si vous voulez prouver l'intervention d'un oxydant, ça ne marche que s'il y a un oxydant. Ça veut dire que votre paramètre, le paramètre sur lequel vous allez jouer, c'est lequel? Ben, dans un cas, vous allez faire quoi? Vous voulez prouver qu'il faut, bien sûr, merci Cécile, on va enlever l'oxydant et il y a une expérience où on va mettre l'oxydant et on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc pour Hill, s'il faut de la lumière, de la chlorophylle, un oxydant, donc lumière, chlorophylle, un oxydant, eh bien on va pouvoir jouer sur ces paramètres. Alors on va aller regarder la... Donc comment on va s'y prendre? Bah, on va éclairer une solution de thylakoïde comme ça et on va mettre ou pas mettre un oxydant. Alors quel est l'oxydant qu'on utilise ici, hein? Un bon oxydant. Comme on a viré tout le stroma, ben on n'en a plus d'oxydant. On va utiliser du ferrocyanure de potassium. C'est un très bon oxydant parce que le ferrocyanure, il contient du Fe3+, qui est un bon oxydant, puisqu'il va facilement piquer des électrons. S'il y a quelqu'un au passage qui a des électrons à donner, lui, il les récupère. Et donc il s'oxyde, il se réduit, pardon, en Fe2+. Ok? Donc on utilise comme oxydant du ferrocyanure de potassium, qui va remplacer l'oxydant naturel des feuilles, qui est le transporteur, bien sûr, qui est notre transporteur. Alors, on va regarder le résultat, je vous le donne. Donc Hill, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère des thylakoïdes débarrassés de tout ce qu'il y a dans le stroma, et il va voilà, résultat expérience de Hill, vous l'avez ça normalement, voilà. Voilà le résultat de l'expérience de Hill. Alors regardons ensemble ce qui se passe. Alors on mesure bien sûr la quantité d'O2, hein. Ça, si ça marche, hein, si la phase photochimique marche,
Ah. Alors, essayez de ne pas y toucher là tout de suite. Donc ici, on mesure la quantité d'O2. Ça, c'est la preuve que l'eau s'oxyde en dioxygène et qu'on a libéré les protons et électrons de l'eau. Donc ça, c'est la preuve que ça marche, s'il y a du dégagement d'O2. Okay, et on fait un truc, ici, ça mesure la quantité de lumière, hein, en watts par mètre carré. Donc ici, quand c'est blanc, bizarrement, il n'y a pas de lumière en état d'obscurité, et cet histogramme-là indique qu'on a une intensité lumineuse à 1200 watts par mètre carré. Donc ici, quand c'est gris, c'est éclairé, et ici, quand c'est blanc, c'est que c'est à l'obscurité. Et il y a un moment où on met le ferrocyanate. Le ferrocyanate, on le met à ce moment-là. D'accord? À ce moment-là, ce petit repère-là, ici, il y a du ferrocyanate. Ok? Alors, comment on voit le truc? Allons-y. Donc, il a des thylakoïdes, d'accord? Il a pris des thylakoïdes. Il n'y a plus rien autour. Il n'y a plus rien. Il éclaire ou il met à l'obscurité. Et à un moment donné, il met du ferrocyanate et on observe ce résultat-là en dégagement d'O2. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? À l'obscurité, que fait la quantité d'O2? À l'obscurité, que fait la quantité d'O2? Elle diminue. Ça veut dire que l'eau ne se dissocie pas du tout, d'accord? Elle diminue la quantité d'O2, ça veut dire que si je consomme de l'O2, ça veut dire que je suis plutôt dans quel processus ici? Je ne suis pas du tout dans la photosynthèse. Si je consomme de l'O2, c'est que le végétal est en train de faire quoi? Bien sûr, ici le végétal respire, il n'y a pas de problème, ok? Il respire. Je mets de la lumière, exactement, il respire, il consomme de l'O2. Il n'en produit pas. Donc là, il n'y a pas d'eau qui est dissociée. Ça ne marche pas. Je mets de la lumière. Je mets de la chlorophylle et de la lumière. Ici. De là à là, j'ai de la chlorophylle et de la lumière. Que fait la quantité d'O2? Ah non. Ah non, elle n'augmente pas, Marion. Du tout. Adrien, pas de changement. Exactement. Si je mets de la chlorophylle et de la lumière, alors c'est pas stable, hein, ça continue à diminuer. Ça veut dire que la chlorophylle et la lumière, aussi fou que ça puisse paraître, ça ne sert à rien. La chlorophylle et la lumière toute seule, ça ne sert à rien. Le végétal continue ici à respirer et à consommer l'O2. Donc ça n'a rien à voir avec la photosynthèse. Ici, j'ai bien de la chlorophylle dans le milieu et de la lumière. Rien du tout comme effet sur l'O2. Par contre, dès que je rajoute le ferrocyanate, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, ça augmente. Le ferrocyanate est un oxydant puissant. Et dès que je rajoute le ferrocyanate, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je vois tout d'un coup que chlorophylle plus lumière plus un oxydant, plus de l'eau bien sûr, tout ça est dans l'eau, ça me fait un beau dégagement d'O2. Je rappelle que là, il n'y a plus rien que de la chlorophylle, hein, au niveau naturel. Hein. Là, dans mon tube à essai, il n'y a que de la chlorophylle qui est naturelle. Hein. Bon, l'eau, hein, j'ai mis de l'eau, mais mon ferrocyanate, c'est un oxydant artificiel, ok, et ma lumière, c'est de la lumière voilà, de lampe. Hein. Eh bien, ça marche. J'obtiens une très jolie photolyse de l'eau, c'est-à-dire que ici, j'ai un très beau dégagement d'O2 qui provient, on l'a déjà démontré premier TP sur la photosynthèse, qui provient de la dissociation de l'eau. Regardez, dès que j'éteins, qu'est-ce qui se passe? Ça rediminue. Ça veut dire que là, ici, c'est génial, parce que là, j'ai bien ma chlorophylle, de l'eau, de l'oxydant, là, j'ai du ferrocyanate, hein. Ici, j'ai du ferrocyanate, puisque j'en ai mis là. Donc j'en ai encore là, mais par contre, sans lumière, ça ne marche pas.
sans lumière, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment le couple, enfin l'association, pardon, c'est pas un couple, il faut de la chlorophylle, il faut de l'eau, d'accord? Il faut de la lumière et il me faut un oxydant pour que l'eau puisse donner ses protons et ses électrons et libérer du dioxygène. Il faut vraiment l'ensemble de ça pour que ça marche. Oui. Il tombe souvent, enfin pas souvent, mais ça peut tomber aux ECE, oui, ou des variantes. Ou des variantes. Tout à fait. Bon, on est bon là sur la réaction de Hill, ok? Ça prouve vraiment qu'il faut ce quatuor-là. Il nous faut de la chlorophylle, de l'eau, de la lumière et un oxydant pour que l'eau puisse se séparer de ses électrons et de ses protons. On a déjà démontré qu'ils vont être donnés à qui ces électrons et ces protons? Dans les phases juste avant, document 1 et document 2, on a déjà démontré quoi? Avec les couples d'oxydoréduction, ces électrons et ces protons, ils peuvent aller à qui? Allez, ils peuvent être transférés à qui? Bien sûr, la chlorophylle, d'accord? Ici, ma chlorophylle oxydée peut les récupérer, ces protons, et devenir de la chlorophylle réduite, d'accord? Et j'ai démontré que la chlorophylle réduite, elle pouvait, au final, les transférer à qui? Ces électrons et ces protons. D'où l'intérêt du ferrocyanate ici. Tout ça ne marche que s'il y a quoi à la fin? À qui? Alors ici, dans mon expérience là, c'est transféré à qui à la fin? Et ça ne marche que s'il est là. On le voit très très bien. On peut avoir de la chlorophylle, de l'eau, de la lumière, rien, ça ne marche pas. Ça ne marche que s'il y a quoi? Ici, dans mon expérience. L'oxydant, bien sûr, le ferrocyanate, d'accord? Le ferrocyanate, en fait, oxydé, il récupère les protons électrons de la chlorophylle réduite pour devenir du ferrocyanate réduit. Donc ici, la chlorophylle peut céder ses protons électrons et repartir sur l'état oxydé. Par contre, lui, au passage, il récupère les protons électrons ici et il fait ça. Donc ici, il y a un truc qui est absolument génial, c'est que on démontre toute cette chaîne-là. Ça ne marche que s'il y a du ferrocyanate, tout simplement parce que le ferrocyanate, il peut réoxyder la chlorophylle, qui peut aller réoxyder l'eau. Je répète ça, on va le faire en sens inverse en fait. Le ferrocyanate, quand il est présent, il permet d'oxyder la chlorophylle, qui du coup peut à nouveau aller oxyder l'eau en prenant les électrons et les protons de l'eau. Lui, il fuit, d'accord? Donc il fuit effectivement ici, dès qu'il y a du ferrocyanate, ça, le ferrocyanate, je répète, oxyde la chlorophylle qui est réduite, et cette chlorophylle réduite, elle va à nouveau repiquer des électrons à l'eau. Et on peut entretenir le cycle. Chlorophylle réduite file ses électrons à ferrocyanate, ferrocyanate réduit, il fuit. La chlorophylle réduite se repasse à l'état oxydé, la chlorophylle oxydée repique des électrons et protons à l'eau. La chlorophylle réduite redonne ses électrons au ferrocyanate qui est réduit, qui fuit,
et la chlorophylle oxydée reprend des électrons et des protons à l'eau, etc. Voilà ce qu'a démontré l'expérience de Hill. C'est génial, non? Et bien sûr, qui sera le ferrocyanate à la fin? Il n'y a pas de ferrocyanate dans les plantes. C'est qui le ferrocyanate remplace qui en fait? Ça prouve l'intervention de qui? Qu'on suspecte depuis le début en fait. Le ferrocyanate, il va prendre en charge des protons et des électrons. Ça a le rôle de quoi ça? Il va prendre en charge des protons et des électrons. Donc ici, il se comporte comme quoi? Bien sûr, comme un transporteur. Donc ici, en fait, ici, on a mis du ferrocyanate pour prouver l'obligation d'avoir un oxydant qui va oxyder la chlorophylle. Tout ça, ça continue à fonctionner. Mais en fait, dans la nature, le ferrocyanate, c'est mes R+. C'est mes R+, qui se réduisent en RH2 dans la nature. C'est ça, en fait. Ces mes R+, deviennent RH2. Alors, ici, c'est assez simple. Hein. On va essayer de comprendre le truc. C'est fini, en fait. On a tout. On a absolument tout. Regardez comment on peut représenter ça sur un truc. Voilà, on a tout et on va tout expliquer et on va notamment expliquer pourquoi il faut absolument que la chlorophylle soit excitée, pourquoi il faut de la lumière pour faire ça. Sans lumière, ça ne marche pas. Alors, on va prendre ici. Allons-y. Est-ce que vous vous rappelez de la valeur du couple H2O-O2? Est-ce que vous vous souvenez de la valeur du potentiel H2O-O2? Alors si vous l'avez 1, 2, ça même. Bravo. Donc je vais mettre à 1, 2. Ok? Je vais mettre H2O, O2 ici. Rassurez-vous, il va y avoir un plus beau schéma après. Hein. Donc ici, H2O, O2, on est là. Ok? Je suis à peu près à 1, 2. Je vais avoir un problème là avec mon truc là. Attendez, je vais dézoomer encore un peu. Ah, je ne peux pas dézoomer. Bon. On va mettre un 2 là et un 5 là parce qu'il va y avoir un 5 aussi. Ouh là là, pourquoi j'ai fait ça comme ça moi? Alors on va faire plus simple, regardez, hop, on va faire un truc beaucoup plus simple. On va partager un tableau blanc et je vais refaire le truc. Ça va être beaucoup plus simple que ça. Voilà. Alors surtout, ne l'effacez pas, s'il vous plaît, parce que ça va être compliqué à refaire. Et voilà. Et on va tout faire là-dessus. Alors, ici. On va faire, donc, potentiel. Donc, on va mettre 2 ici, ok, et 1 ici. Comme ça, on pourra tout placer. Ok. Donc, 2, 1, 0. 0 ici. Ok, allons-y. Ici, on a le potentiel de l'eau. Le potentiel, 1, 2. Donc ici, c'est H2O, O2. Allez, donnez-moi le potentiel de la chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite. Potentiel redox de la chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite. On ne parle pas de chlorophylle excitée là, d'accord? Donc c'est moins 1. Donc je vais me retrouver quelque part là. Ok? Je vais me retrouver allez, à peu près ici. Ok? Donc ici, c'est chlorophylle oxydée. Ok?
chlorophylle réduite. Donnez-moi le potentiel de la chlorophylle réduite excitée, chlorophylle brute. Et c'est là que c'est génial, c'est pas du tout le même. Quel est le potentiel de la chlorophylle excitée réduite, chlorophylle oxydée? Non, pardon, attendez, on s'est trompé là. Chlorophylle réduite, et c'est pour ça que, ouais, tout à fait, tout à fait. Ici, alors c'est chiant parce que je ne peux pas gommer. Ici, on va essayer d'écrire dessus. C'est de la chlorophylle, en fait, ici, c'est de la chlorophylle réduite, excitée, chlorophylle réduite. Ok? Exactement, pour la chlorophylle normale, oxydée, pas une histoire d'exciter par la lumière, d'accord? Elle est là, elle est à 1,5. La chlorophylle, donc, oxydée ou la chlorophylle réduite, elle est à 1,5. Ok? Et le transporteur, le RH2, R plus RH2, il était à combien lui? R plus RH2, il était à combien? Il était à, si je me souviens bien, quelque chose comme 1, 2. 0,5, c'est ça. 0,5, hein, non pas moins 0,5. Si, moins 0,5, c'est ça. Hein. C'est moins 0,5, hein, on est bien d'accord. Hein, que je ne dise pas de bêtises, hein, ok? Donc R+, parce qu'en fait je me base sur un schéma où en fait on l'écrit à l'envers. Mais moi j'ai pas voulu le faire à l'envers. J'ai pas voulu le faire à l'envers. Généralement ces potentiels-là on les met à l'envers. Moi j'ai pas voulu, je préférais. Ouais c'est ça, c'est moins 0,5. Donc ici, d'accord? Moi je voulais pas le faire à l'envers parce que je veux pas tout introduire d'un coup comme ça. D'accord? Donc on le fait à l'endroit. Ok? Les faibles en bas et les forts en haut. Voilà. Et on aime bien le faire à l'envers parce que les électrons ils montent. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, regardez, les amis, c'est très simple. Et quand vous voyez les choses comme ça, donc ça c'est le potentiel redox, et vous mettez vos coupes. Donc ici j'ai un couple, ici j'ai un autre couple, ici j'ai un autre couple, et ici j'ai un autre couple. Mais vous voyez un truc qui est génial, c'est que là on a tout prouvé entre le TP1 et ce TP là. Parce que dans la matière organique, à la fin, on sait d'où vient le carbone et l'hydrogène. Donc ici, je sais pertinemment que mes électrons peuvent passer de où à où, mes électrons et mes protons. Ils peuvent passer de l'eau, qui va se retrouver oxydée, d'accord? Et les protons et électrons, ils vont aller passer, ils vont aller réduire qui? Moins, alors 1, 2, d'accord? De 1,2, ils peuvent passer au potentiel le plus fort, c'est-à-dire à 1,5. Mes électrons et mes protons, hop, ils peuvent passer là. Et ma chlorophylle oxydée, elle peut être réduite. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a une grosse enzyme qui fait ça aussi. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des enzymes hein, qui interviennent, d'accord? Donc ma chlorophylle, elle est intéressante parce qu'elle est capable d'oxyder l'eau et de récupérer ses électrons et ses protons. Ok, pas de problème. Mais là, regardez, quel est le problème? Quel est le problème une fois qu'on a les électrons et les protons ici? On vous a dit, c'est quoi? C'est que le saut, là, le saut de quoi est trop important? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, là, chimiquement? Les électrons et les protons, ils sont sur la chlorophylle. Ouais, ok, la chlorophylle, elle est réduite. Ouais, ok, super. Je vous rappelle d'ailleurs que s'il n'y a rien d'autre, s'il ne se passe rien d'autre, elle fluoresce. Hein. Hein, les électrons. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là? Ces électrons et ces protons, ils ne peuvent plus être transférés à qui? À qui on veut les refiler à la fin? À qui on veut les refiler à la fin? Pour aujourd'hui, hein, parce qu'à la fin, c'est dans la matière organique. Mais pour aujourd'hui, dans la phase photochimique, on aura gagné si on arrive à les refiler à qui? Exactement.
Exactement, au transporteur. Nous, on veut les passer ici. Mais vous vous rendez compte que c'est absolument pas possible. Chimiquement, c'est impossible. La chlorophylle, elle est à chlorophylle oxydée, chlorophylle réduite, elle a un potentiel de 1,5. Physiquement, c'est impossible qu'elle transfère ses électrons à quelque chose qui est à moins 0,5. C'est impossible. Dans l'autre sens, c'est pas possible non plus. C'est mieux parce qu'on passe de bas à haut, mais par contre, le gap est trop important. Et bien, regardez ce qui se passe. On va avoir intervention de qui là pour augmenter son potentiel, pardon, pour diminuer son potentiel d'oxydoréduction. On va avoir affaire à qui? Et ça va être le rôle de qui? Exactement. En fait, on va frapper cette molécule organique avec des photons, avec de la lumière, des photons, et les photons vont faire passer cette molécule-là à ce potentiel-là d'oxydoréduction. J'aurais dû le mettre en rouge. C'est-à-dire que la même molécule-là, elle va se retrouver excitée. Comme on l'a vu au départ, elle va se retrouver excitée. Et si elle s'excite, son potentiel d'oxydoréduction diminue énormément et va se retrouver à moins 1. Du coup, elle est capable de transférer ses électrons et ses protons à qui? De moins 1 à 0,5, ça marche très bien. À qui? Exactement. Les protons et électrons vont pouvoir être transférés aux transporteurs oxydés qui se réduisent. Et au passage, la chlorophylle, qu'est-ce qu'elle fait si elle cède ses électrons? Elle s'oxyde. Ting, elle s'oxyde, d'accord? L'effet de la lumière est parti, puisqu'elle a cédé ses électrons, d'accord? Et cette chlorophylle-là, en fait, elle est recyclée à un potentiel beaucoup plus haut, ici. Et c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Comment je pique des protons et des électrons à l'eau en les transférant au transporteur? J'ai besoin de chlorophylle, parce que la chlorophylle, c'est elle qui va aller piquer les électrons et les protons à l'eau. On appelle ça la photolyse de l'eau. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle l'a fait, elle se retrouve à un potentiel redox beaucoup trop haut pour transférer ses protons-électrons au transporteur. Du coup, c'est la lumière qui intervient. Ça a été inventé il y a 2 milliards d'années par une petite bactérie. Il y a la lumière qui intervient et ça va booster le potentiel redox. En fait, ça booste à l'envers, hein. Ça le diminue complètement. Ça diminue son potentiel redox. De cette manière-là, la chlorophylle peut passer les électrons et les protons au RH2. Voilà. Donc ça, c'est un processus, c'est génial, hein, c'est absolument génial comme processus. Est-ce que ça va? Ok. Bon, ça c'est super. Alors, hein, si vous avez compris ça, là on est vraiment au cœur de la vie, hein. Vous voyez que là, il y avait un cul-de-sac évolutif. Là. Une fois que je fais ça, bah ouais, bah, si je fais ça, je fais quoi après? Je peux rien faire là. Je peux rien faire. Ah bah tiens, petite innovation, bim bim, ah, bah, petite chlorophylle qui est capable de prendre bim la lumière, etc. Et puis voilà, boum, la lumière change le potentiel redox de ce couple-là. Et du coup, le transfert est possible. Et du coup, ça aura un succès évolutif énorme, parce que vous vous rendez compte, hein, si vous êtes capable de fabriquer de la matière organique à partir de matières complètement minérales, c'est absolument génial. Et c'est pour ça que ça a le succès évolutif qu'on connaît. Aujourd'hui, toutes les plantes ont des chloroplastes qui sont issues de cette petite bactérie qui a inventé ça quand même. Alors, je suis désolé, il est 15 heures. Il est 15 heures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là, mais regardez, vous avez un bilan à faire, hein, pour la rentrée éventuellement, ce que vous pouvez faire. C'est vous avez ce bilan là. Voilà, il est tout au bout. Voilà, si vous avez compris tout ça, et ben vous faites ce bilan, ces petites phrases texte à trous. Ouais, c'est très simple.
Ça va être très simple. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'on va essayer de se retrouver, qu'on se retrouve donc à la rentrée. On n'a aucune info hein, pour l'instant, hein. Donc écoutez déjà le Premier ministre à 17h heure Réunion. Et puis tenez-vous informés hein, pendant les vacances, puisque pendant les vacances, on aura plus d'infos hein, sur comment on va faire au lycée. Nous, on est en train d'y réfléchir à notre niveau, mais bon, on est contraint par tout un tas de, de- de textes hein, qui vont descendre de Paris et de Saint-Denis, j'imagine. Bon, voilà, on est OK? J'ai mis un petit peu de temps, je suis désolé, hein, il faut que je file avec mes obligatoires. Dites bien aux autres que tout ça est sur YouTube, hein. Je clôt la session là et puis tout ça est sur YouTube. Voilà. Donc j'espère que ça va. Et puis qu'on pourra se revoir assez vite après les vacances. Voilà. Bonne journée à vous. Salut, salut. Au revoir. Salut, à bientôt, j'espère. Et bonnes vacances. Au revoir. Désolé, hein, je suis un petit peu pressé, désolé. Salut.